Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Poursuite du périple en partenariat avec les Côtes-du-Rhône. Cette région n'a définitivement pas fini de me surprendre et de m'enthousiasmer. Aujourd'hui, cap sur l'Irak, village situé à 25 minutes de route au nord-ouest d'Avignon. L'appellation fut reconnue dès 1947. On est ici dans le cœur viticole historique de la région, avec notamment le village de Roquemort, situé sur l'aire d'appellation, qui fut un port de premier plan d'où les bateaux partaient chargés de vin. Je vous propose de découvrir en profondeur cette appellation avec deux de ses figures emblématiques. Grégory Sergent du Clos du Jas, vignoble confidentiel et très recherché, et François Miquel de la maison Augier. Je reviens de cet enregistrement avec un regard neuf sur l'appellation et j'espère sincèrement que cet épisode aura le même effet sur vous. Bonjour Grégory Sergent. Bonjour. Merci de m'accueillir à l'Irak. On est au cœur des vignes, tout près du village. Là, on a le clocher en face de nous et on pourrait voir le Mont Ventoux là si la météo était un petit peu plus propice. Mais bon, on est en automne. C'est normal qu'il y ait parfois un peu de grisaille et puis la pluie, ça fait du bien pour les vignes. Donc on est ensemble pour parler du cru, l'Irak. Toi, tu es vigneron au Clos du Jas et avant qu'on parle plus en détail de ce cru, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc moi, je suis Grégory Sergent, donc, comme vous l'avez dit, vigneron au Clos du Jas et également coprésident donc, de l'appellation l'Irak pour la partie production, donc depuis maintenant 3 ans. Mon travail consiste à travailler au service des vignerons pour promouvoir l'appellation, donc parler d'elle dans la meilleure disposition possible et faire partie d'un ambassadeur à travers la France dans un premier temps et puis le monde de l'appellation. Voilà. Alors c'est une appellation qui a une certaine notoriété. Je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices ont déjà entendu parler du cru l'Irak. Malgré tout, je pense qu'il y a besoin de fixer un peu les choses et de reposer le cadre de cette appellation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du terroir local, s'il te plaît ? Oui, alors l'Irak, en fait, on arrive sur la rive droite. Donc, moi, je suis un peu gardois, donc je suis un peu chauvin quand même. Bien que j'en ai de l'autre côté quand même un petit peu aussi. Hein. Mais ce qui m'a plu, en fait, ici, surtout quand je suis arrivé là, ce qui m'a frappé, c'est le fait que l'environnement est extrêmement bien préservé, parce qu'il faut savoir que l'Irak, en fait, est sur 4 communes. Donc, l'Irak, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Géniès-de-Comola et Roquemort, avec, on va dire, une quantité principale de vignes situées sur les communes de l'Irak et Saint-Laurent. Et la particularité, en fait, c'est qu'on est sur des pentes et des coteaux qui sont, on va dire, orientés au nord, nord-est, donc des terroirs plus frais, déjà dans un premier temps, et avec un écosystème préservé, puisqu'il faut savoir qu'à l'Irak, il y a 7 fois plus de bois que de vignes, donc en gros 1000 hectares de vignes pour 7000 hectares de bois. Si on s'arrête, et même si on va au-delà des limites communales, on peut même encore augmenter cette surface-là au niveau des bois. Donc c'est un énorme tampon thermique, notamment l'été, à cause des fortes chaleurs. Et de ce fait, on a quand même des dispositions pour faire des vins avec une certaine élégance, où du coup la fraîcheur prédomine. Et c'est un vecteur aujourd'hui qui est important pour les blancs, mais également pour les rouges aussi. Hein. Ça me permet de rebondir aussi sur le fait qu'à l'Irak, c'est le seul clou, il y a 3 couleurs. Donc en rouge, blanc et rosé, même si le rosé reste des quantités assez anecdotiques, mais il a le mérite d'être là quand même. Voilà. Donc on n'est pas nombreux, il y a Vaquera aussi qui est dans le même cas que nous, mais on est très nombreux, on n'est pas nombreux finalement à avoir cette possibilité-là. Mais l'Irak, c'est aussi un terroir, donc c'est un environnement, mais c'est aussi un terroir parce que ça fait partie de cet écosystème-là. Il faut savoir en fait qu'on a des terroirs qui sont assez diversifiés, qui peuvent énormément faire penser à ceux de Châteauneuf-du-Pape dans leur morphologie, parce qu'on a quand même des terrasses donc à galets roulés, comme on peut avoir sur Châteauneuf. Mais on a également des terroirs beaucoup plus sablonneux et d'autres plus calcaires. Donc on va dire que c'est les 3 grandes familles géologiques. Mais la particularité en fait de l'Irak, c'est que le sable en fait domine en surface et surtout en sous-sol. Donc ça a un avantage. Les étés, on va dire un petit peu caniculaires, on a toujours finalement de la capillarité, donc on a des vignes qui ne souffrent pas, voire très peu de la sécheresse. Surtout ça permet d'avoir des tanins très fins, donc tout à l'heure je parlais un petit peu en introduction.
Et donc ça permet de faire des blancs un petit peu sur la finesse et la fraîcheur, et puis d'assouplir les tanins sur les rouges. Et on a également donc des calcaires, donc du barémien essentiellement, qui sont ni plus ni moins que des barrières naturelles sur lesquelles le Rhône est venu buter dans sa course folle vers la mer. Et aujourd'hui, finalement, on est sur un terroir, donc là où on est actuellement, donc sur la commune de Lirac, où on a un petit peu cette jonction entre ces trois univers géologiques-là. Et c'est ce qui fait un petit peu la richesse de Lirac, c'est que sur 1 km², on a un patchwork énorme, où on va passer, tout à l'heure on le verra, d'une parcelle à une autre avec une géologie qui est complètement différente, alors que pourtant il y a quelques mètres d'écart. Donc pour moi, c'est le gage d'un grand terroir. Voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus dévolus à certaines couleurs en fonction des aires géologiques, en fonction des expositions? Est-ce que tu peux nous détailler ça? Alors oui, alors déjà, il faut savoir dans un premier temps que contrairement à d'autres appellations, comme on peut retrouver dans la vallée du Rhône, Lirac, ce n'est pas une entité plantée, c'est-à-dire d'un seul tenant, l'appellation. On a un morcelage qui est quand même assez important. Il y avait déjà, de par les anciens, une volonté vraiment de sélectionner les meilleures parcelles, les meilleurs coteaux, qu'on a fait passer en cru, au détriment des autres qui sont restés donc, du coup, soit en générique, soit en vin de pays. Donc il y avait vraiment déjà cette volonté de vraiment mettre en avant les meilleurs coteaux et les meilleures typologies de sol. Et en fait, il y a quand même des terroirs qui sont un peu plus, on va dire, dévolus au rouge, notamment le plateau de Vallongue qu'on a devant nous, qui est une terrasse villafranchienne, donc de type galets roulés, où historiquement, on a toujours eu des rouges qui ont été entre guillemets produits sur ce type de terroir-là, parce qu'il faut savoir quand même que le vin, on dit toujours qu'il a la gueule du terroir où il est. Et si on veut faire des vins ronds, il faut des galets roulés. Si on veut des vins fins, ça sera du sable. Et si on veut des vins un peu minéraux et salins, on ira sur du calcaire. Donc on va vraiment aller chercher ces sols-là. Donc forcément, les galets roulés pour les rouges, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus, on va dire, logique. Mais il ne faut pas oublier tout à l'heure ce que je disais. On a des sous-sols qui sont sablonneux. Donc finalement, l'adéquation entre les deux permet également d'avoir des tanins beaucoup plus souples. Et donc de ce fait, d'avoir vraiment une finesse qu'on ne peut peut-être pas retrouver sur certaines régions de la vallée du Rhône, où on va avoir un petit peu d'argile, et où les tanins vont avoir tendance à être un petit peu durs, notamment dans leur jeunesse. Et ce n'est pas le cas en fait à Lirac. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que même sur des rouges, où bien souvent ce qui pêche, c'est souvent le pH des jus, où on va avoir des vins qui ne sont pas forcément digestes. Là, avec des terroirs comme ça, on aura des super pH et on aura même des rouges qui auront vraiment une fraîcheur naturelle qui est juste incomparable. Et ça, c'est vraiment les marqueurs de la rive droite. Depuis quelques années, le blanc se développe beaucoup plus sur Lirac. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est entre 12 et 13% des volumes produits. C'est quand même pas mal quand on regarde par rapport aux voisins, hein, sans faire de comparaison, mais juste pour information. Et on a la chance d'avoir des calcaires, plus ou moins ou peu sableux, ça dépend, et où les blancs en fait se comportent très bien dans ce type de sol-là. Et on voit vraiment une recrudescence de la part des opérateurs pour planter ou développer les blancs ou accentuer la production sur les blancs sur ce type de terroir-là. Donc finalement, le terroir, on va dire, qui est un peu le lien entre les deux, donc le calcaire pour les blancs et les galets roulés pour les rouges, c'est ces parcelles sablonneuses qui finalement, pour moi, intègrent le tout. Hein. Et on va retrouver des blancs sur des sables aussi, mais aussi des rouges. Le tout, comme je vous le disais, c'est ces sous-sols sablonneux qui confèrent vraiment toute cette finesse au vin, cette élégance. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des expositions aussi, s'il te plaît? Je crois que ça joue un vrai rôle dans le style des vins qui sont produits sur cette appellation. En fait, tout à l'heure, je vous disais, on est sur la rive droite, donc quand on regarde finalement l'orientation des pentes qui descendent vers le Rhône, on est plein est, on va dire sur une manière générale. Plus ou moins est, nord-est, sur tous ces quarts nord-est, sud-est. Donc déjà, naturellement, on est vraiment sur des orientations où on va vraiment aller chercher des maturités beaucoup plus lentes. Parce que justement, on n'a pas de lumière, on va dire, directe du soleil sur les sols. Et donc de ce fait, avec le tampon thermique que représentent les bois et ces orientations de pente-là, on arrive à gagner l'été un demi-degré d'écart. Alors c'est pas neutre, parce que il faut savoir que sous un arbre, il y a de l'ombre, donc il fait plus frais. Et sur des sols qui sont pas forcément conducteurs comme les sables, on a un sol qui se réchauffe pas forcément très vite non plus. Donc de ce fait, cette alchimie-là fait et donne pour moi au vin des marqueurs. Voilà, où on va aller travailler sur des vins qui sont beaucoup plus faciles à boire dans l'immédiateté, mais qui peuvent aussi très bien se garder, parce que je pense que ça fait partie pour moi des facteurs qui font qu'un vin, pour moi, pour signer un grand vin, c'est ce que je veux dire par là. Et moi, je crois en la rive droite, justement, pour ces raisons-là. Et c'est que je m'évertue à essayer de prouver au quotidien, à travers mon travail, mais aussi par rapport à l'appellation et ce qu'on en fait, nous, au syndicat,
Est-ce qu'à l'aune du changement climatique et du réchauffement qui va avec, la cartographie des parcelles qualitatives évolue? Alors moi, je ne suis pas forcément un grand... comment dire, je ne suis pas stressé par le dérèglement climatique. Déjà parce que je pense que la nature s'adapte beaucoup plus facilement que ce que l'on croit. Mais moi, je crois que c'est plutôt nos manières de faire qu'il faut changer et pas forcément se focaliser sur ça. Je pense qu'un grand terroir, pour moi, a toujours une capacité d'adaptation parce que c'est des terroirs qui sont, pour moi, faits pour la vigne. Le problème d'aujourd'hui, en fait, et qu'on retrouve, à mon sens, dans la viticulture, c'est toujours cette volonté de vouloir produire, en fait, à tout prix. Et c'est pas forcément, pour moi, des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut penser que la vigne doit être bien là où elle est. Et si la nature empêche finalement qu'elle le soit, c'est à nous aussi de l'aider pour qu'elle le soit davantage. Donc à l'Irak, 50% du parcellaire aujourd'hui est engagé en agriculture biologique, ce qui en fait une appellation Rhône Sud, avec Hermitage, où la proportion est la plus importante, il faut quand même le savoir. Donc ça veut dire que déjà en amont, il y a une réelle prise de conscience de la part des opérateurs pour faire face à demain. Donc moi je ne pense pas que finalement ce que l'on a aujourd'hui sélectionné pour la vigne ait de raison de changer. Par contre, nous, syndicalement, ce qu'on a l'objectif de faire, c'est de proposer des solutions aussi pour s'adapter, donc notamment aux marqueurs d'alcool, notamment au déficit de couleur qu'on peut avoir. C'est de remettre peut-être, via la modification d'un cahier des charges, des cépages autochtones qui étaient présents dans l'appellation avant et qu'on a enlevés. Et aujourd'hui, c'est une réflexion que l'on a en concertation avec l'INAO et on a vraiment la volonté d'essayer de proposer, comme une palette de couleurs à un peintre, le maximum d'outils pour qu'il puisse s'adapter à demain, quoi. Vous en êtes où dans ces réflexions aujourd'hui avec l'INAO? C'est quoi le stade de travail là? Alors, aujourd'hui, en fait, on est en train de travailler avec eux, notamment sur la forme déjà juridique de ce cahier des charges-là, à savoir son adéquation et pour qu'on soit en phase finalement avec les réglementations que l'INAO en fait, attend de la modification d'un cahier des charges. Il y a aussi une réflexion à prendre en compte parce qu'il faut savoir qu'on travaille aussi avec les Côtes-du-Rhône pour qu'on puisse avoir finalement une adaptation aussi de notre cahier des charges à celui des Côtes-du-Rhône aussi, donc c'est un travail finalement en commun, donc c'est vraiment une triangulation entre ces trois acteurs-là. Pour l'instant, le projet du cahier des charges a été présenté, donc actuellement on est dans la réflexion et la finalité finalement de certains détails avec l'INAO, avec le syndicat général des Côtes-du-Rhône. Mais aujourd'hui, voilà, notre volonté, c'est de proposer quelque chose qui soit cohérent, donc de ne pas rentrer dans des modes ou dans des cépages un peu, on va dire, ubuesques et qui n'auraient rien à faire ici, juste pour faire l'effet mode, quoi, entre guillemets, quoi, voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réintroduire des cépages qui étaient présents historiquement, donc dans les Côtes-du-Rhône déjà dans un premier temps, mais notamment aussi dans les crus, et notamment à l'Irak, donc comme le Macabeu par exemple, qui était présent à l'Irak, le Carignan blanc, la diversité souvent sur le même cépage de couleurs. Par exemple, je pense notamment au Picpoul. Il faut savoir qu'il existe en 3 couleurs, mais sur le cahier des charges, on ne peut en utiliser que 2, le noir et le blanc. Donc aujourd'hui, c'est de réintroduire le gris. Et donc toutes ces choses-là, en fait, vont permettre à ces cépages-là de s'adapter sur des terroirs qui sont un petit peu superficiels, notamment les calcaires. Mais par contre, eux, dans ce type de terroir-là, ils vont exceller parce que c'est des cépages qui sont très peu demandeurs, qui sont assez rustiques, qui répondent à une volonté aujourd'hui aussi de ne pas forcément rentrer sur des degrés d'alcool importants et qui ont malgré tout, dans ces conditions-là, une capacité de production qui reste cohérente, quoi. Donc voilà, il y a toute une réflexion globale là-dedans aujourd'hui qu'on est en train de prendre, quoi, en ce sens, quoi, voilà. Là, tu nous parles de 3 cépages qui sont blancs, enfin en tout cas pour faire des vins blancs. Est-ce qu'il y a des réflexions similaires pour les vins rouges? Tout à fait. Donc, pour les rouges, en fait, on n'a ni plus ni moins calqué sur ce que les Côtes-du-Rhône avaient d'autorisé aujourd'hui. Donc, tout ce qui est Vacarès, donc brun argenté, mais également le muscardin et le terret noir. Donc, finalement, on va arriver à ni plus ni moins que le paysage des cépages que l'on avait en fait avant même que les crus soient créés, donc avant 1935, quoi, finalement, quoi. Donc, c'est des cépages qui étaient présents ici. Il y avait le phylloxéra aussi. Ce qui était difficile à quantifier, c'est dans quelle quantité ils étaient présents, en quelle proportion, ils étaient présents. On sait très bien que le grenache aujourd'hui occupe une part importante, mais le grenache a été un cépage qui a été utilisé aussi parce qu'à une époque, il y avait une volonté de faire des vins avec de l'alcool et entre guillemets un peu plus de robustesse et de puissance, quoi, entre guillemets, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, on travaille sur ces cépages-là qui sont d'excellents compléments justement au grenache parce que justement, on sait qu'aujourd'hui, il a certaines limites dans
dans sa capacité à faire des vins entre guillemets équilibrés, sans jeter la pierre, parce que ça reste pour moi un grand cépage et ça reste le cépage phare de la vallée du Rhône, il ne faut quand même pas l'oublier, quoi. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ces cépages-là, qu'on avait un petit peu délaissés ou mis de côté, ils auront peut-être leur part, entre guillemets, et leur mot à dire pour les décennies à venir, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à demain et pas se focus que sur l'instant présent, parce que sinon on est mort, quoi, clairement. Je voudrais qu'on parle un peu du Clos du Jas. Depuis quand le domaine existe ? Alors le domaine a été créé en 2014. Alors moi je suis originaire des Costières de Nîmes à la base. Donc je suis pas du tout d'ici quoi. Et je suis la 7e génération, mais du coup je me suis installé hors cadre familial. Et j'ai fait l'acquisition des vignes en fait en 2014 sur un coup de cœur. Voilà. Parce que c'est des vieilles vignes pour la plupart, centenaires pour la plupart, et qu'il fallait à mon sens continuer à porter parce qu'elles ont des choses à dire. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, le cépage en fait ne transmet plus une information, c'est le terroir qui parle, quel que soit le cépage. Et pour moi en fait dans des vignes centenaires comme on est là aujourd'hui autour, là, donc, les vignes du Clos, on a vraiment le terroir qui s'exprime. Et quand on regarde la diversité qu'il y a à l'instant présent, que ce soit cépage ou sol ou géologique en fait, c'est des vignes qui sont à leur place pour moi. Et donc ça a été vraiment pour moi naturel de mettre le maximum d'enthousiasme et de volonté à essayer de produire le vin le meilleur possible, quoi qu'il soit, quoi. Voilà. C'est ce que je m'évertue à faire au quotidien en travaillant de la manière la plus précise qui soit. Henri Jaillet disait un homme c'est 5 hectares. Et pourquoi ? Parce que c'était ce qu'était capable de s'occuper un homme journalier avec un cheval, donc pour travailler les sols notamment. Donc aujourd'hui je ne voulais pas contraindre mais comprendre pourquoi je faisais ça et comment je le faisais. Donc le bio, c'était naturel. La biodynamie, c'est un plus, mais du coup, moi, je la pratique sans revendiquer derrière. Mais l'idée, voilà, c'était de donner à la vigne les meilleures dispositions qui soient, en la respectant, donc en respectant le sol, bien évidemment, mais en mettant en avant tous ces vieux cépages, le Carignan, la Counoise, le Bourboulin pour les blancs, les Clairettes roses, en fait, tous ces cépages finalement qu'on avait un petit peu mis de côté parce que on rentrait pas dans le triptyque habituel ou du moins dans les types de vins habituels, quoi. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de me pencher sur ce sujet-là et d'essayer justement de mettre en avant un petit peu ces cépages, mettre en avant ces vignes centenaires qui ont des choses à dire, quoi. Et donc, du coup, je me retrouvais à ma place, quoi. Voilà. Et tu as des parcelles dédiées ou alors est-ce que c'est complanté ? Alors, tout est complanté. Il faut savoir qu'historiquement, toutes les vignes étaient complantées. Pour moi, la complantation, c'est naturel, parce que la Louise Leroy disait une vigne, c'est comme un village. Il y a des vieux, des adultes, des jeunes et des nourrissons, quoi. Donc il y a cette faculté à toujours remplacer tous les ans pour pas qu'il y ait de pertes finalement, mais remplacer intelligemment, c'est-à-dire qu'au fil des années, et tout à l'heure on parlait de la datation de règlement climatique, à une époque on cherchait de la couleur, donc on a planté des cépages un petit peu teinturiers au milieu pour pouvoir donner un petit peu de couleur. Aujourd'hui on va planter des cépages qui sont peut-être moins marqueurs d'alcool pour justement un petit peu atténuer l'effet alcool que peut avoir le grenache. Et de complanter, pourquoi pas avec des blancs et des gris, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est des couleurs qui ont leur mot à dire dans les rouges. Donc oui, complanter, ça c'est évident. Il y a une tolérance de la part de l'INAO, puisqu'historiquement, on a toujours complanté dans ces vignes-là. Après, je pense que le tout, c'est de respecter et pas d'en faire non plus un abus. Il faut quand même arriver à ce que ça soit quelque chose qui prenne le relais et pas quelque chose qui domine. Donc pour moi, une vigne, elle a quelque chose à dire. Il y a un cépage qui domine, qui est là, qui s'exprime. Et derrière, quand on les connaît, parce qu'elles sont soit vinifiées individuellement, soit en faisant partie d'une co-fermentation, quand on fait des assemblages de plusieurs parcelles, comme c'est le cas ici, on sait ce qu'il faut, on sait ce qui manque. Et donc du coup, tous les ans, quand on complante et qu'on greffe sur place, parce que tout est greffé sur place pour les plantations, on essaye vraiment d'aller chercher le cépage parfait, précis, celui qui va vraiment aller aider et aider finalement l'autre à se sublimer. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire le lieu où on se trouve, s'il te plaît ? Les vignes et le sol également, s'il te plaît. Alors là, on est sur la parcelle du Clos. Donc c'est une parcelle qui fait 1,5 hectare d'un seul tenant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que de la vigne, il y a aussi des bois autour. Donc on a gardé un petit peu l'aspect visuel avec les chênes, avec des demi-coucouliers, avec du chêne blanc, avec de l'amandier, de l'olivier. Et l'idée, c'était de créer finalement un petit écosystème où tout se répond, en fait, où tout communique entre eux. Pour moi, je pense que c'est des vecteurs qu'on va retrouver sur le sol. Et du coup, pour faire la liaison avec le sol, tout à l'heure, je vous disais qu'on était à un endroit qui était intéressant parce qu'on était à la jonction entre 3 régions géologiques. Donc là, en fait, face à nous, plein est, on a le plateau de Vallon, donc les terrasses Villafranchine à Galets-Roulés qui vont commencer. Et derrière nous, à l'ouest, on a ces murailles de calcaire, donc du Barémien. Et finalement, le Rhône, quand il est venu buter contre ces barrières, il a laissé plus ou moins un résultat assez hétéroclite, puisqu'on va avoir là où on se trouve des petits galets roulés avec du sable. Et quand on va descendre juste quelques mètres en dessous, on aura des calcaires mélangés avec ces sables-là.
Donc on est vraiment sur des sols qui sont mixtes. Et donc vraiment, c'est des sols qui répondent super bien, qui font des vins avec énormément de finesse. C'est des vignes que je peux ramasser très tard, parce qu'il faut savoir que chez moi, les vendanges en fait, se déroulent en octobre. Elles peuvent se terminer début novembre pour la parcelle du Clos, avec les grenaches en contrebas. Et parce que je pense que le sol en fait est sain et qu'il est capable de répondre, c'est des choses que je suis donc du coup capable de faire. Voilà. Donc c'est vraiment un petit peu mon petit jardin à moi, et on essaye tous les ans de l'améliorer, en essayant de remonter les murs, en essayant de planter des arbres dans les haies, en essayant de travailler sur des semis, plein de choses, quoi. Voilà, ça fait partie du travail de vigneron, de se remettre en question, et avec des vignes comme ça, c'est d'autant plus facile parce qu'elles forgent l'humilité, quoi, et le respect, parce qu'elles sont séculaires déjà, et puis parce que tous les ans, finalement, mon grand-père disait, il ne faut jamais oublier une chose, c'est la vigne qui dort dehors. Alors, à chaque fois que je suis avec un vigneron, on aborde le sujet de la maturité. Mais il me semble que toi, tu as un travail sur la maturité qui est bien spécifique. Est-ce que tu peux le décrire, s'il te plaît ? Alors déjà, ce travail sur la maturité commence à la taille. Parce que pour moi, en fait, si on veut réfléchir sur la globalité d'une action, il faut le voir en fait, à la base jusqu'au final. Pour moi, aujourd'hui, en fait, je recherche des maturités très, très abouties, mais pour ça, il faut que la vigne soit capable de le faire. Pas toutes les vignes le sont. Donc là, on est sur des vignes qui ne sont non clonées, comme je disais tout à l'heure. Donc on est sur des vignes centenaires, donc qui sont toutes massales. On va goûter tout ça chez toi ? Avec plaisir. Et on va échapper à la pluie comme ça, un petit peu. Alors Grégory, on est venu se mettre au chaud et surtout à l'abri de la pluie chez toi. Et tu nous as préparé pour la dégustation, il y a 2 bouteilles qui trônent sur la table. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va déguster, s'il te plaît ? Alors c'est de l'Irak, un blanc et un rouge. Tout à l'heure je vous disais il y a un vin par couleur, donc chez moi c'est le cas. En rouge ça sera le Clos, donc c'est la parcelle qu'on a vue tout à l'heure. Et l'autre c'est l'Aspre. Alors le Clos c'est une co-fermentation de plusieurs cépages, donc avec le Carignan en dominante, à 40% de l'assemblage. Mais épaulé par du grenache et puis par tous les cépages qu'on peut retrouver sur l'appellation, du moins en rouge, et une petite porte de blanc et de gris aussi. Et l'Aspre, en fait, c'est la fusion d'un Lirac Trad que j'avais avant avec l'Aspre qui existait déjà initialement. Donc c'est des vignes qui sont vendangées pour certains cépages fin septembre, début octobre, et jusqu'à début novembre pour les grenaches blancs et les clairettes. C'est des raisins qui sont botrytisés et qui sont vinifiés en sec. Donc finalement, les deux jus combinent à merveille, et on va pour les déguster ensemble. Allez, c'est parti. Donc c'est 2023 pour l'Irak. 2023 pour l'Irak blanc et 2022 pour le Clos en rouge. L'eau de homard, il y a plein de choses qui sont... C'est vrai qu'on a un vin qui a de la personnalité. Il y a une fraîcheur mentholée, presque un peu basilic, là, qui est super agréable. Ouais, je vois bien ça évoluer, effectivement, c'est très bon. Il y a une capacité pour moi d'évolution, c'est un vin qui a encore un spectre, c'est un kaléidoscope au niveau de l'aromatique, quoi. Ça c'est dingue. Mais ce qui est important, c'est l'acidité dans l'équilibre. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a des sols avec des pH, des jus, qui sont sur ces sols-là avec des pH extraordinaires. Et pour moi, les blancs, et c'est pour ça que l'Irak aujourd'hui marche bien sur les blancs, c'est que ça reste vraiment un marqueur d'équilibre pour moi important pour faire de grands blancs, quoi. Et aujourd'hui, on parle souvent de chardonnay, on parle souvent de sauvignon blanc, de chenin, parce que ça reste on va dire les grands monocépages qui ont fait un petit peu la renommée des blancs en France. Mais je pense que pour ce blanc-là, en fait, il faut savoir qu'il y a 8 cépages mélangés en co-fermentation, avec quand même une dominante grenache blanc, qui a donné le nom au vin, là, c'est la parcelle de l'Aspre. Et mon idée, c'était de montrer que le grenache blanc était aussi capable de faire des grands vins. Donc jusqu'en 2022, il n'y avait que du grenache blanc. Et c'est ce qui a fait le succès de cette cuvée-là, parce que c'était de prouver finalement que ce grenache blanc était capable de bien se comporter sur des maturités abouties. Donc il y avait son mot à dire, comme des chardonnays, etc. Je trouve qu'avec épaulé par toute cette multitude de cépages-là, on arrive vraiment à avoir un vin qui a une complexité, une élégance, et on le voit, ça s'arrête pas, ça continue encore en bouche. Il y a une rétro-olfactivité qui reste énorme, quoi. Donc voilà, c'est... On passe au rouge ? Allez. Donc le rouge, on a aussi là un assemblage de cépages complantés. Oui, donc dominante Carignan, comme je disais, 40%, 30% grenache noir
10 Mourvèdre, 10 Cinsault, et les 10% restants, c'est la colère de Dieu, c'est tout. Voilà. Tous les cépages qu'on peut avoir sur ces vignes-là, qui sont effectivement complantés, donc de gris, de cépages blancs, d'autochtones, comme je disais, donc Vacarès, etc. Parce que j'en ai dans les vignes, même s'ils ne sont pas autorisés, mais comme elles sont plus vieilles que l'appellation, du coup, j'espère qu'on m'en tiendra par rigueur, quoi, voilà. Et tous ces complantés, co-fermentés, parce qu'il faut savoir que tout est ramassé en même temps, que ce soit pour les blancs, mais aussi là pour les rouges, en l'occurrence là, voilà. Avec des fermentations de 5 à 6 semaines, traditionnelles, on va dire, sans forcément faire beaucoup d'extraction, parce qu'il y a déjà beaucoup de matière, surtout quand c'est vendangé fin octobre, quoi, voilà. Et ensuite, on sédimente avec les froids, on met en barrique au début d'année, voilà. Et puis ils vont rester entre 18 et 24, ça dépend. Et ils finiront le sol de leur élevage en bouteille, voilà. Là, on a vraiment un joli vin, je trouve. Un super équilibre entre la densité, la fraîcheur, les tanins qui sont maîtrisés, c'est-à-dire qu'on sent, enfin ils sont là, ils sont présents, mais ils sont à la juste maturité. Et c'est vrai qu'on sent que on pourrait boire ça dans longtemps, mais il y a déjà beaucoup de plaisir maintenant. Ouais, je pense. Ouais. Merci Grégory. Puis nous, on poursuit notre périple et on va aller à la maison du cru Lirac. Bonjour François Miquel. Bonjour. Merci de m'accueillir à la maison des vins du cru Lirac. Donc on est au cœur des Côtes-du-Rhône. On a passé un peu de temps ce matin avec Grégory Sergent. On a beaucoup parlé de vignes, de terroirs. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de vin avec vous maintenant. Mais avant qu'on fasse ça, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Très bien, moi je m'appelle François Miquel, donc je suis directeur général de la maison Augier. C'est une maison de négoce en vin historique fondée en 1859, basée à Châteauneuf-du-Pape, et très impliquée notamment dans le cru Lirac depuis 25 ans. Donc nous sommes un fervent défenseur des couleurs de notre appellation et de notre cru. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus une vision d'ensemble sur la maison Augier, les appellations avec lesquelles vous travaillez, le nombre de bouteilles que vous produisez? Qu'est-ce que ça représente exactement aujourd'hui, cette maison ? Donc la maison Augier, c'est une maison exclusivement impliquée sur la vallée du Rhône, donc du Ventoux jusqu'au Côte-Rôtie. Nous faisons à peu près toutes les appellations de la région. Il y en a 16 au total, dont 5 sont déclinées aujourd'hui en blanc. C'est une maison qui vinifie dans diverses propriétés et caves coopératives de la région et qui a un site d'élevage historique, des chais d'élevage centenaires au cœur de Châteauneuf-du-Pape, où sont élevés tous les vins avant d'être mis en bouteille à Sorgues chaque année sur notre site de mise en bouteille. On fait à peu près 8 millions de bouteilles par an. Donc c'est un acteur très important de la vallée du Rhône. C'est une société de taille moyenne, je dirais, mais qui fait partie des maisons impliquées à 99% sur les AOC et les crus de la vallée du Rhône. Depuis quand la maison Augier est impliquée dans l'appellation Lirac ? Puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça remonte au début des années 2000 et je pense que la filiation s'est faite naturellement puisque la maison Augier était une maison historique de Châteauneuf-du-Pape. Les chais datent des années 1920 et Lirac a été une suite logique dans le prolongement de nos activités à Châteauneuf-du-Pape. Puisque Grégory vous a parlé ce matin des terroirs, des sols, avec une certaine similarité, la même diversité, une exposition particulière des vignes. Donc c'était une logique de trouver une évolution et de trouver des vins avec un très joli rapport qualité-prix, une belle diversité sur Lirac. Donc l'évolution Châteauneuf-du-Pape Lirac s'est fait naturellement. D'après vous, quels sont les atouts du cru Lirac ? Aujourd'hui, Lirac, si on regarde les dernières années, c'est une appellation qui a une grande stabilité sur ses cours. Les cours du vin en vrac sont très stables, donc pour un négociant, on va dire, c'est rassurant. C'est pas une appellation dont les crus montent et baissent de façon très forte de millésime à l'autre. Ça, c'est d'un point de vue économique. D'un point de vue, on va dire, plus qualité, plus vin, c'est une appellation qui se décline en 3 couleurs, en blanc, en rosé, en rouge. Il y a peu de crus en vallée du Rhône qui sont déclinés sur 3 couleurs.
Ouais, ça j'allais le dire justement. Les 3 couleurs finalement, c'est assez rare qu'il y ait des crus qui représentent le blanc, le rosé et le rouge dans la vallée du Rhône. C'est ça, avec une volumétrie importante. Aujourd'hui, les blancs sont en train de rattraper les rosés à l'échelle de la vallée du Rhône, mais c'est le cas depuis déjà très longtemps à l'Irak. On a toujours eu une part de blanc qui était bien supérieure à ce que faisaient les autres appellations de la région. Et aujourd'hui, le blanc, c'est la couleur qui se développe, donc dans les consommations, que ce soit en France ou à l'international. Donc le fait d'avoir un encépagement important à une culture du blanc importante sont des avantages d'un cru comme l'Irak. Quand vous dites que le blanc se développe, est-ce que ça veut dire aussi que vous en produisez plus, à la fois à la maison Augier et dans le cru? Et est-ce que ça modifie un petit peu la face du vignoble avec soit de l'arrachage et des nouvelles plantations, soit du surgreffage à des échelles importantes? Oui, bien sûr, c'est des évolutions qui sont lentes, puisque il faut au minimum 4 ans entre un arrachage et une arrivée en production d'une nouvelle vigne qui serait plantée immédiatement après. Mais bien sûr, les vignerons ont fait des efforts de replantation pour replanter des blancs. Le surgreffage se fait, mais de façon minoritaire. Et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire, en modifiant nos cahiers des charges, une partie de nos blancs avec des blancs de noir, c'est-à-dire des raisins noirs qui seront vinifiés en blanc. Donc le futur des blancs et les futurs des blancs à l'Irak reste ouvert. Mais aujourd'hui, on répond vraiment à une tendance de consommation, une tendance forte de consommation. On parle beaucoup de déconsommation, notamment en France, mais aussi sur d'autres pays. Et le blanc, avec cette baisse de consommation, le blanc devient une vraie alternative, puisqu'il est beaucoup plus facile de boire du blanc hors des repas, dans des cadres où le vin n'est plus associé forcément à la gastronomie, notamment chez les jeunes. Donc moi, je suis intimement convaincu que les blancs doivent être continués à développer et à être promotionnés. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du style des blancs, les cépages principaux, les cépages accessoires, et qu'est-ce que ça apporte au vin blanc de l'Irak ? Alors les cépages sont importants, je comprends que vous me posiez la question, mais ce qui est important, c'est les terroirs, c'est les sols, c'est l'exposition. Aujourd'hui, je pense qu'un maître mot pour décrire les vins de l'Irak sont la fraîcheur. Quelle que soit la couleur, la fraîcheur des vins. Grégory vous a parlé ce matin de l'exposition, donc plutôt abrité du soleil couchant. Donc on est quand même sur un terroir qui est propre à cette fraîcheur. On a aussi beaucoup de calcaire, des sols de sable qui sont intéressants sur les blancs pour garder un style salin, pour amener une sorte de minéralité également. Les cépages, il y en a beaucoup. On a le Grenache, on a la Clairette, on a la Roussanne, la Marsanne, le Bourboulin, donc il y a une multitude de cépages, mais je pense qu'ils sont transcendés par cette fraîcheur. Et je pense qu'en proportion, on a beaucoup de Clairette. Aujourd'hui, la Clairette, c'est un cépage d'avenir en vallée du Rhône, puisque un cépage qui est mûr avec un titre alcoométrique pas forcément très élevé. On peut faire des grandes Clairettes autour de 13, et aujourd'hui, ça sera, et pour demain, ça sera une des forces du cru l'Irak. J'avais eu l'occasion l'année dernière de parler longuement des blancs de la vallée du Rhône, et sur la Clairette, on avait évoqué notamment du côté de Gigondas les Clairettes sur calcaire. Vous avez aussi, vous, ici, de jolis terroirs calcaires qui vous permettent d'avoir cette Clairette qui amène effectivement beaucoup de fraîcheur dans les vins. Tout à fait. Nous, c'est notre blanc, par exemple, le l'Irak blanc de la maison Augier est fait avec 40% de Clairette. Le blanc, en proportion, vous dites que ça rattrape les rosés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur un petit peu en termes de quantité de production ? Les blancs, on va être autour de 12-13%, et à l'échelle de la vallée du Rhône, 13-14% pour les rosés, donc le reste, le rouge. Okay. Les rosés, aujourd'hui, le marché il s'est un petit peu stabilisé. On a eu une période de forte croissance et aujourd'hui, c'est un peu plus stable, c'est ça ? Ouais, le marché des rosés est plutôt stable, et c'est plutôt le marché des blancs qui se développe, qui grignote des parts de marché sur le rosé et le rouge. Ouais. Moi, ce que je comprends de l'Irak, c'est que il y a l'accent qui est mis par de nombreux producteurs davantage sur les rouges. Alors, les cépages sont communs entre les rouges et les blancs, mais il y a un peu plus, c'est un cru un peu plus identifié pour les vins rouges. Qu'est-ce qu'on a comme atout, encore une fois, ici pour les vins rouges ?
Alors, les vins rouges, je pense, si vous êtes à la maison du Cru Lirac, vous avez eu l'occasion de faire une dégustation. Je pense qu'il y a différents profils de vins rouges, mais ce qui va vraiment caractériser aujourd'hui les vins de notre appellation, c'est toujours cette fraîcheur dont je vous parlais sur les vins blancs, puisque l'exposition des vignes est aussi un atout, et que ça soit des vins à dominante de Grenache, comme c'est souvent le cas, 60, 70, voire 80%, malgré et quel que soit le cépage, on a toujours cette fraîcheur. Il y a différents profils de rouge. On a les rouges plus sur le côté la pureté du fruit, la profondeur, des vins souples, amples, faciles à boire sur leur jeunesse. Et on va avoir une catégorie de rouge avec des profils un peu plus élevés, donc avec souvent des proportions de Syrah et de Morvan un peu supérieures, des élevages qui peuvent se faire en bois et des capacités de garde bien plus importantes. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a à Lirac, c'est qu'on peut répondre aux différents besoins de consommation avec des vins faciles comme des vins beaucoup plus puissants, plus concentrés, plus élevés, mais toujours en ayant cette fraîcheur. Et aujourd'hui, cette fraîcheur, elle est essentielle, puisque quel que soit le degré, le titre alcoométrique affiché sur une étiquette, on peut avoir de la fraîcheur dans un vin. Et je pense que la fraîcheur, aujourd'hui, est essentielle, puisque c'est un critère de buvabilité. Un verre en appelle un autre, une bouteille en appelle une autre sur une table d'un restaurant. Donc c'est vraiment un grand atout de Lirac de pouvoir revendiquer cette fraîcheur, quel que soit le style et le niveau des vins. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet important. Je voudrais qu'on parle un petit peu des potentielles évolutions techniques. Vous avez parlé du fait de faire des blancs de noir dans le Cru Lirac. Est-ce que c'est une volonté collective aujourd'hui de pousser ce dossier? Et si oui, est-ce qu'il y a déjà des essais qui ont été faits? Non, aujourd'hui, c'est plus une démarche à l'échelle régionale. Donc, on en discute à Interrone, donc à notre interprofession, et c'est une volonté, je dirais, commune de nombreuses appellations, dont les Côtes-du-Rhône, qui est le socle de notre région, de faire des essais et si possible d'accorder les essais, puisqu'il y a une compatibilité de cahier des charges qui est parfois importante à avoir pour des questions de repli, notamment d'une appellation vers une autre. Donc il faut que les cépages soient communs si demain on assouplissait le décret pour faire des blancs avec des cépages rouges. Avec le changement climatique, il y a eu une évolution du style des vins depuis 30, 40 ans. Est-ce que ça a fait évoluer l'encépagement, les assemblages que vous faites, et est-ce qu'il y a des cépages qui étaient auparavant moins utilisés, qui prennent davantage de place aujourd'hui dans le cru? Le réchauffement climatique, c'est une chose. Après, là, vous parlez d'un pas de temps de 30 ou 40 ans. Je pense aussi que la technique a fait énormément de progrès. Les vins qui sont faits aujourd'hui sont beaucoup plus aboutis, beaucoup plus précis qu'ils ne l'étaient ne serait-ce qu'à 15 ou 20 ans. Le réchauffement climatique, c'est un fait. Nul ne peut le nier. La chance de notre appellation, c'est de disposer d'une majorité d'un cépage qu'on appelle le Grenache. Et le Grenache, c'est un cépage qui résiste plutôt très bien à ce réchauffement climatique. Le Grenache est plus adapté, par exemple, que la Syrah, qui aime moins les coups de chaud qu'on a régulièrement au mois d'août en particulier, où la Syrah peut vite brûler, défolier. Le Grenache est beaucoup plus résistant. La seule chose qu'on va voir, c'est ce degré, cet alcool, ce titre alcoométrique qui va augmenter. Mais aujourd'hui, les techniques de vinification modernes, il y en a diverses. On vinifie beaucoup plus avec la rafle, donc en grappe entière, en gardant la partie verte de la rafle, ce qui nous permet de diminuer un petit peu le degré, qui ramène une certaine fraîcheur dans les vins. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour permettre d'avoir des vins beaucoup plus frais qu'on ne les avait il y a peut-être 15 ou 20 ans, alors qu'ils étaient à 1, 2, voire 2 degrés et demi de moins en alcool. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à compenser, grâce à notre maîtrise, grâce à nos terroirs, grâce à notre encépagement et grâce à la technique, ce réchauffement climatique en offrant des vins meilleurs qui ne l'ont jamais été.
Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup, ça, les évolutions techniques. Comment est-ce que votre manière de faire les vins a évolué à la maison Augier, justement ? Donc nous, on a un seul vin dans notre gamme Lirac. On a un seul niveau. Donc en fait, on a toujours eu des vins de cette appellation sur une grande majorité de Grenache. Donc on a toujours été fidèle à ce cépage et on a toujours cherché à avoir la meilleure adéquation possible entre ce cépage et le terroir. En l'occurrence, les terroirs sur Lirac. Donc aujourd'hui, notre Lirac rouge est fait avec une 80-85%, donc une grande majorité de Grenache, qui est complété avec de la Syrah et du Mourvèdre essentiellement. C'est un vin qui est vinifié et élevé en cuve béton, donc on fait très attention à avoir une maturité phénolique optimale. Maturité phénolique, c'est la maturité des tanins, donc ça veut dire qu'il faut être assez patient dans le vignoble pour être sûr de ramasser les raisins au bon moment, c'est-à-dire quand les peaux des pellicules commencent à être très, très, très souples, les pépins fondent sous la dent, et ça c'est un signe de maturité phénolique. Et la Syrah et le Mourvèdre nous permettent d'amener un peu de fraîcheur, du fruit, des épices aussi. Donc c'est comme dans la cuisine, c'est une recette, mais il n'y a rien de très secret. C'est juste mélanger les meilleurs ingrédients possibles et apporter le plus grand soin à la vinification et à l'élevage. On va goûter les vins tout à l'heure, on en parlera avec le vin, après l'avoir goûté. Donc là, on est à la maison des crus de Lirac. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent dans le bon sens du terme. Déjà, c'est qu'il y a énormément de cuvées disponibles à la vente. Il y a, je crois, 70 ou 80 cuvées, quasiment tous les domaines, toutes les COP, toutes les maisons de négoce qui sont représentées. Donc ça, c'est quand même... à mon avis, pour les consommateurs, quelque chose de très intéressant, puisqu'il y a possibilité de déguster, il y a possibilité d'acheter tous ces vins. Et ce qui me frappe surtout, c'est le prix des vins. Là, il y a quasiment toutes les cuvées, ou en tout cas, je dirais facilement 80% des cuvées qui sont en dessous de 20 €. Donc Lirac, ça reste un cru accessible, j'ai l'impression. Comment est-ce que c'est possible de réussir à faire des vins et à garder l'accessibilité facilement? Lirac, oui, vous aurez, on va dire, 90% des cuvées. Vous parliez de 80, mais en fait, ouais, c'est peut-être plus, ouais. 90%, vous allez être entre 10 € et 30 €. Vous pouvez avoir un peu moins cher, vous pouvez avoir un peu plus cher, mais en gros, l'appellation se situe là. Et la grosse majorité seront autour de 15 à 20 €. Je pense que c'est 60% de la production. Lirac, c'est un cru historique, certes, qui a été fondé en 1947, créé en 1947, mais c'est un cru qui a toujours été bon rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, je dis pas ça parce que je suis le coprésident de l'appellation, mais je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver sur l'appellation Lirac le meilleur rapport qualité-prix pour les blancs et les rouges de la vallée du Rhône. Et je vous disais il y a quelques minutes que en plus on a une grande stabilité, donc on a plutôt des prix qui sont relativement stables. L'ambition, c'est bien entendu de continuer à valoriser mieux, que ça soit les vins vrac pour les gens qui vendent le vrac, que ça soit les bouteilles, mais je dirais l'ambition, elle est mesurée, et donc les augmentations de prix devraient se faire, mais de façon très lissée sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc je pense que Lirac, c'est une vraie valeur refuge. Lirac, on a un point particulier, c'est que 20% de nos ventes sont faits dans les caveaux, sont faits en propriété. C'est à peu près le double par rapport à la moyenne de la vallée du Rhône. Tout simplement parce que, alors on a la chance en Vallée du Rhône d'être dans une région qui est assez touristique, où les gens viennent passer les vacances, et on s'aperçoit que ces visiteurs, ils sont probablement conscients de ce rapport qualité-prix. Je pense qu'ils sont aussi étonnés, comme vous l'avez été, par le prix, par la diversité, par les styles, et je pense qu'ils viennent, ils reviennent, ils deviennent des ambassadeurs, ils en parlent à leurs amis, à leur famille, et Lirac aujourd'hui offre vraiment tout ça. Donc on a cette grande chance d'avoir cette diversité de vins, d'avoir tous ces domaines, caves coopératives et négociants impliqués sur l'appellation, qui offrent tous des rapports qualité-prix. Lirac, c'est une appellation qui est majoritairement vendue en restauration
en export et en vente directe. On est très peu en GD, donc en grande distribution. Donc l'Irak fait aussi que aujourd'hui on a peut-être parfois un déficit de notoriété parce qu'on n'est pas comme d'autres appellations sur les étalages de la grande distribution, mais par contre on est chez les cavistes, on est sur les jolies tables et on est sur les tables des particuliers qui achètent le vin dans les caveaux notamment. Donc c'est une grande chance. Comment est-ce que l'Irak pourrait justement améliorer sa notoriété ? Alors aujourd'hui, c'est un travail au quotidien. Donc la notoriété, on essaie de le travailler sur nos gros marchés, qui sont la France, qui sont certains marchés internationaux, dont les États-Unis, l'Angleterre. Il y en a quelques autres en Europe. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas s'éparpiller, mais par contre de concentrer le tir. Et en particulier, ça fait quelques années qu'on remet l'accent sur la France. Donc par exemple, on a créé un salon des vins de l'Irak. Et donc aujourd'hui, qui est décliné avec une partie pour les professionnels et une partie pour les particuliers. Et qui a lieu ici ? Qui a lieu sur l'aire d'appellation l'Irak. Là, le lieu change. L'année dernière, c'était à Villeneuve-les-Avignon, donc c'est pas exactement sur l'aire d'appellation, mais c'est juste à côté. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui soit accessible et de faire ça dans un bel endroit. On essaie aussi d'avoir une prise de parole, en particulier avec les journalistes, puisque la presse est importante. Donc, on fait des déjeuners de presse à Paris notamment, mais la France est devenue une priorité dans l'axe de notre communication, en particulier par rapport à ce que je vous décrivais, puisque France égale beaucoup de ventes au caveau et beaucoup de ventes sur le circuit traditionnel, donc café, hôtel, restaurant, caviste. Le no-tourisme, est-ce que vous avez identifié des axes de développement sur ce sujet-là, et est-ce que d'après vous, ça peut constituer un vrai relais de croissance pour l'appellation ? Bien sûr, donc le tourisme d'une manière générale est géré à une échelle régionale, mais nous, à l'échelle de nos appellations, on essaie de gérer cet no-tourisme. Et cet no-tourisme, il est important puisque le no-tourisme, c'est pour moi la vraie définition, c'est faire vivre une expérience aux visiteurs, à vos clients, à vos prospects, aux gens qui viennent vous voir. Et cette expérience, il faut la créer. Je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, même si le mot no-tourisme n'était pas forcément posé tel qu'il est aujourd'hui, on pensait que ça consistait à avoir un caveau de vente, à faire déguster ses vins et à essayer de les vendre. Aujourd'hui, le tourisme que vous évoquez, il veut vraiment avoir une expérience, il veut vivre quelque chose. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas une seule recette. Le no-tourisme, ça peut être plein de choses, c'est peut-être autour de la gastronomie, ça peut être autour de l'art, ça peut être lié à la musique, ça peut être lié au sport. Donc je pense qu'aujourd'hui, les vignerons et les caves de notre appellation sont dynamiques et essaient toutes de proposer des activités à nos visiteurs. Essentiellement de la période qui va du début de printemps à la fin de l'automne, puisque c'est là où on accueille le gros de nos visiteurs, mais ça pourrait être également en hiver. On est une région de gastronomie, une région où il y a une forte saisonnalité et des mets de grande qualité l'hiver, les champignons, la truffe, il y a plein de choses. Et également l'appellation fait depuis plusieurs années une balade gastronomique dans les vignes qui s'appelle la balade des jaugeurs, qui a lieu chaque année au mois de mai, où les gens peuvent déambuler et se balader dans les vignes à travers les domaines avec différentes pauses gastronomiques où des plats sont préparés par des chefs de renom et toujours associés dans la dégustation avec les vins. Ça, c'est ce qui est fait de façon collective, mais généralement le no-tourisme est plutôt géré de façon individuelle par les vignerons qui s'inscrivent dans une dynamique collective dans laquelle Interro, notre interprofession, est fortement impliquée. Alors François, vous n'êtes pas venu les mains vides, on a parlé des vins, donc on va goûter deux cuvées que vous avez apportées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez amené comme vin là, s'il vous plaît ? Oui, je suis ravi de vous amener les derniers millésimes de notre production, donc les Ogier, l'Irak blanc et l'Irak rouge sur le millésime 2024. Globalement, en France, on entend souvent que c'est un millésime difficile. Comment ça s'est passé dans la vallée du Rhône pour vous ? Bien difficile. Mais
Surtout, Vous n'avez pas été épargné. Non, surtout ce qui était difficile, c'était ce qui était plutôt atypique en Vallée du Rhône, c'était que c'est le printemps qui a été difficile. On a eu un mois de mai et une première quinzaine de juin très pluvieuse, avec des pluies fréquentes à des intervalles proches, donc qui rendaient difficile les traitements. En fait, c'était difficile de pouvoir traiter dans les vignes, donc il a fallu beaucoup travailler. Et également, on a eu un temps plutôt instable pendant la floraison, qui ont entraîné un phénomène de coulure. Donc c'est des fleurs qui n'ont pas été fécondées, donc on a eu un rendement qui a été impacté. Donc 2024, souvent les gens gardent un signe de mauvais millésime, mais plus parce qu'on a eu un printemps difficile et qu'on a eu des rendements très faibles. Donc la production a été relativement faible. Après, le style des vins est plutôt propice aux vins de l'Irak, en tout cas tels que nous souhaitons les faire à la maison Ogier, c'est-à-dire des vins frais, des vins sur le fruit. Je pense que d'un point de vue qualitatif, on pourrait même se dire que c'est un super millésime, mais ça a été un millésime compliqué d'un point de vue vigneron pour tout le travail que ça induit jusqu'à la récolte. Oui, parce que millésime difficile, ça ne veut pas forcément dire vin de qualité moyenne, ça veut dire davantage de travail. Et s'il y a un bon tri qui est effectué au moment de la vendange, on peut récupérer une vendange relativement saine. Par contre, ça veut dire un rendement qui est plus faible qu'une année où ça se passe bien. C'est ça. Et là, vraiment, ce qui a rendu le millésime difficile, c'était le printemps, ce qui est plutôt atypique, puisqu'en général, c'est la climatologie pendant la période de vendange qui souvent font que millésime est facile, difficile, exceptionnel ou juste bon, alors que là, c'était vraiment tout ce qui s'était passé avant. Voilà. On passe à la dégustation ? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le blanc. Qu'est-ce qu'on a comme assemblage sur celui-là ? Alors nous, on a deux cépages majoritaires qui sont la clairette et le grenache blanc, qui sont assemblés avec un peu de bourboulin et de vionnier, mais on a à peu près 40% des deux premiers, et les clairettes sont vinifiées en demi-muit, donc des grosses barriques de 600 litres. On a un élevage plutôt court, une mise en bouteille qui se fait au printemps, donc qui suit le millésime. Donc ce blanc de 2024 a été mis en bouteille au mois d'avril 2025 pour garder vraiment cette fraîcheur. Et on est aussi attentif à avoir un CO2, donc le dioxyde de carbone relativement élevé. Je ne sais pas si vous le sentez, ça picote presque sur le bout de la langue. Ouais, il y a un très très fin picotement, effectivement. Ouais. Exactement, donc ça permet aussi de garder cette fraîcheur, ça permet au vin de garder la fraîcheur dans le temps, ça c'est essentiel, donc c'est ce petit picotement, il va disparaître au fil des mois et des années, mais je pense qu'en particulier aujourd'hui, ce taux de CO2, qui est beaucoup plus haut que ce qu'on faisait sûrement il y a ne serait-ce qu'il y a 10 ans, est favorable aux nouveaux consommateurs, en particulier aux jeunes qui sont génération soda, et aujourd'hui ça peut permettre de faire une petite transition, je dirais, avec ce qu'ils sont habitués à ressentir sur les sodas et ce qu'on peut avoir sur les vins, même si la teneur en gaz n'a rien à voir. Alors on a un nez qui est assez fruité là, qui a du charme. En bouche, c'est frais. Enfin, on a beaucoup utilisé ce mot-là depuis le début, mais c'est pas du tout galvaudé. Et c'est un vin qui est très fluide, hyper facile à boire. C'est pour quel genre de moment de consommation ce vin-là, d'après vous ? Moi, je pense que ça répond à des instants de consommation aujourd'hui qui sont pas forcément compliqués, donc on va dire simple. Donc c'est un blanc qui sera parfait à l'apéritif. C'est un blanc qu'on peut manger avec. Je dirais qu'on peut boire, avec des entrées, je dirais, variées, type tapas, que ça soit petits légumes, que ça soit des choses à base de poisson ou de viande blanche. Je pense que c'est un blanc, voilà, sans complexe, facile à boire et qui conviendra très bien avec certains fromages. Si on l'attend un petit peu en cave, si on attend 2-3 ans, on aura quelque chose qui va devenir un peu plus gras, ou quelque part le grenache va prendre un petit peu le dessus. Là, je pense qu'il est plutôt dans le style la clairette sur la fraîcheur, et le vionnier, mais le vionnier qui n'excède jamais 10%, qui amène ce petit côté aromatique. Et avec le temps, on va être plus sur la patine, la rondeur, et on va avoir un vin qui sera un peu plus gras.
Ouais, et puis on a un peu de sapidité en fin de bouche là, ça donne un petit goût de reviens-y qui est très agréable. Voilà, c'est bien, vous avez bien saisi ce côté sapide effectivement qu'on a sur les calcaires de l'Irak en particulier. Je pense que c'est de là où vient cette sapidité aujourd'hui qui a une très grande force sur les blancs parce que on sent vraiment qu'une gorgée en appelle une autre et que c'est des blancs qui sont tout en équilibre. On passe au rouge. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme encépagement là pour ce 2024? Donc c'est la cuvée Le Petit Prince. On n'a pas dit le blanc tout à l'heure, c'était le Petit Paradoxe. Là c'est le Petit Prince en 2024. C'est ça, donc chez nous sur les rouges le grenache est toujours roi. Donc là, on est sur le millésime 2024, sur 85% de grenache, à peu près 10% de syrah et 5% de mourvèdre. Alors on a un nez très friand. Déjà, ça fait fruits rouges, fruits noirs à juste maturité. Ouais, c'est très friand. On a du fruit, mais pas que. Je trouve que c'est des arômes qui sont plutôt complexes. On a de la réglisse. On a un côté sous-bois. Et surtout, ce qu'on essaie d'avoir en bouche, je vous parlais de la maturité phénolique. Et je pense que c'est ce type d'équilibre. Là, c'est effectivement assez rafraîchissant comme vin. Il y a un bel équilibre entre l'acidité, l'alcool, les tanins, c'est maîtrisé, c'est-à-dire qu'on les sent, mais ils sont parfaitement mûrs, c'est pas du tout agressif, il y a une très légère accroche, donc si on mange avec ça, ça ira très bien, mais comme vous le dites, à l'apéritif, ça passe sans problème. Voilà, c'est un vin facile à boire, moi que je conseillerais sur de multiples plats et potentiellement comme ça au verre aussi. La chose importante est la température de service. Donc c'est vrai que la température de service sur nos rouges doit être, à mon sens, 15 degrés maximum. Voilà, 15 degrés, c'est un tout petit peu trop frais, mais aujourd'hui il fait rarement moins de 21-22 degrés dans nos pièces malgré les consignes gouvernementales, et c'est vrai que je pense qu'on sert des verres aussi qui sont peut-être un peu moins volumineux qu'ils ne étaient auparavant, et donc on a des vins qui réchauffent très très vite dans le verre. Je parle même pas de l'été, mais en toute saison, et qu'aujourd'hui la température de service est fondamentale. Aujourd'hui, si on veut que le rouge redevienne à la mode, et en particulier retrouver un engouement pour une consommation de vin au verre, la température des rouges plus frais sera clé. Alors je suis très content que vous abordiez ce sujet parce que moi je milite beaucoup pour ça, que les rouges à température ambiante, je pense que c'est une erreur. Ça fait beaucoup ressortir l'alcool et effectivement on doit sentir que le vin est légèrement rafraîchi et ça fait beaucoup de bien. Ça rend les vins plus fluides, plus digestes, plus, à mon avis, plus agréables à boire quand ils sont un petit peu rafraîchis. Ouais. Moi, c'est un combat, c'est une quête, et c'est un combat que je mène. Je n'abdiquerai pas jusqu'à ce que je sois en retraite, mais que je mène en France et dans d'autres pays, puisque je pense qu'il y a quand même une lacune aujourd'hui, et vraiment c'est pas un détail. Voilà, autant les blancs, évidemment, c'est bien qu'on les boive pas trop frais, mais qui dit trop frais, c'est trop frais 10 minutes, et au bout de 10 minutes, la température sera remontée. Si vous servez un rouge trop chaud, on revient jamais en arrière. Donc il faut pas hésiter à refroidir légèrement les bouteilles. Alors si on a une cave à vin réglée à 15, c'est facile, mais on peut aussi le faire en mettant une bouteille une demi-heure, une heure au frais dans son frigidaire avant de servir, en ayant un petit seau à glace avec un fond d'eau et quelques glaçons. Enfin, il y a plein de façons de faire. Le seau à glace et l'eau, c'est peut-être quelque chose que peuvent faire les restaurateurs, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à refroidir son vin, et j'encourage tous nos auditeurs à ne pas hésiter à demander à des restaurateurs de refroidir les vins rouges quand ils sont servis à température pas adéquate. Je sais que ça les fait pas forcément sourire, mais vraiment c'est pour la bonne cause. Je suis bien d'accord. Merci François Miquel. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Vous l'avez compris, chers auditeurs et chères auditrices, les vins m'ont transporté. Délicieux, fin, digeste et accessible en prix. Ça fait beaucoup d'atouts pour une même appellation, alors n'hésitez pas à aller y dénicher de bonnes affaires.
Merci à tous les acteurs de l'appellation pour votre accueil et en particulier François Miquel, Grégory Sergent, Emmanuel Assemat et Maurice Gucci. Merci également à Julie Coulon et Marjorie Preux pour l'organisation et pour votre confiance. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!